Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Luc Trudeau et bienvenue à ce webinaire de la SSVQ qui s'intitule « Traitement de l'insuffisance rénale chronique chez les patients avec et sans diabète, une nouvelle ère ». Alors, il me fait plaisir d'introduire le speaker, le conférencier de ce soir, Dr Michel Vallée, qui est néphrologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui est également professeur agrégé à la faculté de médecine de l'Université de Montréal et qui est président de la SSVQ. Il est membre des lignes directrices d'Hypertension Canada. Dr Vallée a obtenu son diplôme de docteur de MD à l'Université Laval ainsi que son PhD en recherche fondamentale. Puis il a fait un fellowship en hypertension à l'IRCM à Montréal et à l'Université McGill. Alors, Dr Vallée a des intérêts variés. Mais d'abord et avant tout, c'est un très bon professeur, éducateur. Il aime bien enseigner aux résidents et aux fellows. Et il mène aussi plusieurs projets de recherche. Lui-même est président de la recherche clinique, du groupe de recherche clinique à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Dr Vallée qui va nous entretenir pendant environ 55 minutes. Et dans ce laps de temps, il y aura également un cas clinique. Et par la suite, il me fera plaisir de prendre vos questions et de les poser à Dr Vallée. Alors, c'est à vous, Dr Vallée. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Luc. On va donc parler de nouveaux traitements dans l'insuffisance rénale chronique chez les patients avec et sans diabète. C'est effectivement une nouvelle ère parce que ça, c'est un sujet que j'aime tout particulièrement parce que ça a changé ma pratique dans les dernières années, les derniers mois. Donc, je vais vous partager ce qu'on sait là-dessus jusqu'à maintenant. Donc, avant de commencer, j'ai quelques conflits d'intérêts potentiels à déclarer, surtout parce que je fais quand même beaucoup de conférences pour différentes compagnies et ainsi qu'un peu de recherche. Je vais regarder ça encore quelques secondes. Et puis, donc, on va commencer par parler évidemment de néphropathie diabétique. C'est un problème de santé publique qui est majeur. Donc, comme vous le savez, c'est une atteinte microvasculaire du diabète. 50% des diabétiques vont faire une forme ou une autre d'atteinte rénale dans leur vie de diabétique. Ça va être surtout de la néphropathie diabétique, mais ils peuvent faire aussi de la néphroangiosclérose hypertensive et par exemple des sténoses artères rénales. Mais le problème de santé publique il est vraiment là ici. 50% des nouveaux cas qui commencent la dialyse à l'heure actuelle le sont pour cause de néphropathie diabétique. C'est vraiment un problème. Heureusement, on peut diminuer ce risque par un traitement dit intensif ou multirisque. On va y revenir dans quelques diapos. La néphropathie diabétique, c'est une glomérulopathie qui est réversible, évidemment si elle est prise à temps, mais comme les autres glomérulonéphrite, c'est réversible. On a plusieurs preuves de ça dans la littérature, notamment des séries de greffes pancréatiques chez les diabétiques de type 1. Évidemment, c'est un peu extrême, là, parce qu'on prend des patients avec des néphropathies diabétiques qui sont diabétiques de type 1, on leur greffe un pancréas, ils sont donc plus diabétiques. Et là, avec des séries de biopsies rénales, on peut démontrer la réversibilité de ces lésions-là par ce traitement de greffe pancréatique. Mais il y a quand même plusieurs cas rapportés dans la littérature qu'on peut le faire aussi chez les diabétiques de type 2 avec le traitement intensif. On peut un peu comme chez les greffés pancréatiques qui étaient diabétiques de type 1, on peut renverser la néphropathie diabétique. C'est donc beaucoup d'espoir pour nos patients, mais pour nous, les cliniciens, c'est aussi beaucoup de pression parce que c'est à nous, avec les patients, à bien traiter ces patients-là pour renverser cette situation. Donc, quelle est la cause ou les causes de la néphropathie diabétique? C'est probablement multifactoriel. Vous voyez ici la glycosylation des protéines. Donc, c'est la réaction générale. On pense que ça arrive tout partout dans le corps, malheureusement, des diabétiques qui font des excursions en hyperglycémie. Dans le rein, ça se produit. Probablement que c'est le facteur principal, mais il y a aussi d'autres causes. Ces gens-là font aussi de l'hypertension.
il y a des facteurs hémodynamiques, des facteurs inflammatoires, évidemment métaboliques. Donc, c'est probablement multifactoriel. Mais très certainement, l'hyperglycémie, c'est important comme cause de néphropathie diabétique. Ce que ça donne, c'est une glomérulonéphrite de type nodulaire. Comme vous voyez ici, des nodules dans les glomérules. Ce n'est pas normal d'avoir ces nodules-là dans les glomérules. Ici, on a des capillaires glomérulaires qui ont de l'air relativement sains, mais c'est dans un environnement ici qui est anormal avec ces nodules, que l'on appelle des nodules de Kimmel-Wilson quand c'est une néphropathie diabétique. Par contre, il y a un diagnostic différentiel à faire à la biopsie rénale avec d'autres causes de glomérulonéphrite nodulaire, notamment les gammapathies monoclonales. Donc, le myélome peut donner des glomérulonéphrite fibrillaires ou l'amyloïdose, mais dans un contexte clinique approprié, c'est la néphropathie diabétique avec la plupart du temps le diagnostic de cette entité histopathologique. Bon, comme vous le savez, on fait le diagnostic de la néphropathie diabétique à l'aide du ratio albumine sur créatinine. Lorsqu'il est plus grand que 2, ça devient anormal. C'est souvent associé au DFG en bas de 60. Par contre, si on a un DFG en bas de 60 sans microalbuminurie, peut-être le patient fait de la néphrangioschlérose hypertensive, pas nécessairement de la néphropathie diabétique. Ça, c'est les stades d'insuffisance rénale chronique. Évidemment, si c'est en bas de 60, c'est pas normal pour la grande majorité des gens, peu importe l'âge. Il faut donc surveiller la maladie rénale chronique. C'est recommandé de le faire au diagnostic de diabète de type 2, puis une fois par année, quand ça va bien, que le DFG est en haut de 60, comme on voit ici. Sinon, entre 45 et 60 de DFG, il faut le faire 2 fois par année. Entre 30 et 45 à tous les 3 mois. Et en bas de 30, nous, on le fait en néphrologie parce qu'on recommande que ces gens-là soient suivis en néphrologie en bas de 30. On le fait minimum à tous les 3 mois, mais ça peut être un petit peu plus souvent, tout dépendant du rythme de la progression ou si on est proche de commencer la dialyse. Donc, il faut suivre ces recommandations-là, mais il ne faut pas rester inactif. Il y a donc plusieurs stades à la néphropathie diabétique. C'est différent des stades qu'on vient de voir 2 diapos précédemment, qui étaient les stades d'insuffisance rénale. Ça, c'est les stades de néphropathie diabétique. Il y en a aussi 5. Ça commence par de l'hyperfiltration qui apparaît avant les modifications histologiques qui sont le stade 2 et la microalbuminurie, c'est le stade 3. Vous voyez que quand on trouve la microalbuminurie, on est déjà rendu au stade 3 sur 5 de néphropathie diabétique. Donc, on est déjà un peu en retard. On peut traiter ces patients-là, on va le voir, même à des stades avancés de protéinurie. Et en insuffisance rénale, évidemment, si on arrive en insuffisance rénale terminale, mais il sera trop tard alors pour les reins. C'est ce qui est illustré ici. Vous voyez ici le stade d'hyperfiltration. Ça, c'est le DFG qui est diminué à la fin. Mais au début, ça augmente parce qu'il y a de l'hyperfiltration. Ce n'est pas normal d'avoir un DFG élevé comme ça. C'est des facteurs hémodynamiques qui ne sont pas normales. Et ensuite, rapidement, la microalbuminurie apparaît. Ça, c'est l'albuminurie. Et ensuite, l'hyperfiltration se continue, mais le DFG est plus bas. Et au fur et à mesure que la néphropathie diabétique avance et que le patient est de plus en plus malade au niveau histologique, on voit le DFG qui diminue de plus en plus, qui correspond à une augmentation de la protéinurie aussi de plus en plus élevée. Et là, c'est la catastrophe ici. Quand une protéinurie très élevée associée à un DFG très bas, c'est associé à une progression qui est de plus en plus rapide. Mais il y a des solutions même à ce stade-là. Est-ce que c'est dangereux d'avoir de la microalbuminurie? Bien, la réponse est oui. Voici ici la mortalité associée à la coronaropathie dans le diabète. Et vous voyez que la microalbuminurie, c'est associé à un risque de mortalité coronarienne qui est élevé, qui est même plus élevé que les facteurs de risque traditionnels comme tabagisme, hypertension, dyslipidémie. Donc oui, la microalbuminurie, il ne faut idéalement pas se rendre là parce que c'est vraiment pas bon pour la santé. Est-ce que l'insuffisance rénale aussi, c'est dangereux? La réponse est oui. Vous voyez ici dans cette cohorte NHANES, la mortalité de toute cause. Donc, il y a certaine mortalité de base, ici à 7,6 %. C'est multiplié par 1,5 dès que le patient est diabétique. C'est multiplié par 3 dès que le patient est diabétique avec de l'albuminurie. Et si on a seulement diabète et DFG réduit, bien là, c'est multiplié par 4. Donc, c'est vraiment pas bon. Mais le pire cas de figure, évidemment, c'est d'avoir l'albuminurie et l'insuffisance rénale, où là, c'est plus que 7 fois plus de mortalité de toute cause, mais ces gens-là meurent surtout de maladies cardiovasculaires. C'est pour ça qu'il ne faut pas se rendre idéalement au stade albuminurie avec DFG réduit. Il faut donc prévenir ça. Et ce qu'on veut prévenir aussi, c'est d'arriver en dialyse. Quand on arrive en dialyse, c'est la catastrophe. La dialyse ici, et le taux de mortalité
en dialyse se compare à plusieurs cancers. C'est même pire que certains cancers, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est pire que le cancer colorectal ou cancer du sein, prostate. Bon, heureusement, c'est moins pire que d'autres cancers comme le pancréas ou du poumon, mais c'est quand même pire que plusieurs cancers communs, ce qui fait que c'est vraiment une mauvaise nouvelle de commencer la dialyse. Il faut essayer de ne pas se rendre là. Il y a donc des solutions, donc comme le contrôle de la glycémie, le traitement de l'hypertension, l'utilisation des ISA et des ARA, modification des habitudes de vie, traitement de la dyslipidémie. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut utiliser? C'est les inhibiteurs SGLT2 et les agonistes GLP-1, qui peuvent probablement aussi protéger les reins, mais on sait que ça protège aussi le système cardiovasculaire, ça, on le sait. Donc, moi, ce que j'appelle l'approche multirisque, c'est ce que à Diabète Canada, on appelle le plan Action, là. Donc, A pour l'acide A1C. Vous voyez, c'est la même chose. L'acide A1C, traitement de la dyslipidémie, traitement de l'hypertension, modification des habitudes de vie, ordonnance pour diminuer le risque cardiovasculaire. Vous voyez ici, les inhibiteurs SGLT2, agonistes GLP-1, mais ne pas oublier aussi aspirine, statine, ISA, ARA. Donc, dans la modification des habitudes de vie, moi, j'inclus aussi cesser de fumer, ça c'est très important. Éviter les complications, évidemment, santé psychologique des patients, c'est important. Alors donc, on va prendre rapidement ces points-là un par un avant d'arriver dans le vif du sujet des inhibiteurs SGLT2. Le contrôle de la glycémie, c'est important. Donc, vous connaissez les cibles en bas de 7 pour la plupart des patients. Attention, parce que moi, dans plusieurs dossiers, je vois 7.1, 7.2, le patient est dans les cibles. Non, la cible, c'est en bas de 7. Ce n'est pas 7.1, c'est en bas de 7. Et il y a cette cible de 6.5 que l'on oublie. Donc, on sait que pour la maladie macrovasculaire, les études de traitement intensif du diabète ont assez bien démontré que 7, c'est suffisant pour le macrovasculaire. Donc, on parle d'AVC, infarctus du myocarde. Par contre, c'est bien démontré dans ces mêmes études que pour la tête microvasculaire, on a un bénéfice à viser en bas de 6.5. La tête microvasculaire, c'est quoi? C'est rétinopathie, mais aussi néphropathie diabétique. Donc, si votre patient est à faible risque d'hypoglycémie, il prend des médicaments qui ne donnent pas d'hypoglycémie, comme metformin, inhibiteur SGLT2, inhibiteur de PP4 ou agoniste GLP1, ou même s'il prend un peu de sulfo ou d'insuline et qu'il n'a jamais fait d'hypoglycémie et vous le considérez à faible risque d'hypoglycémie, il faut utiliser de plus en plus cette cible de 6.5 pour protéger les reins. Sinon, évidemment, pour la majorité des gens, ça va être 7. Pour quelques patients très, très malades, on peut faire le compromis en haut de 7. Évidemment, les gens à fin de vie, on ne mesure plus du tout l'hémoglobine glycée. Il faut juste éviter l'hypo et l'hyperglycémie. Pour ce qui est des ISA et des ARA, on ne reviendra pas sur les nombreuses études, mais on sait que c'est supérieur aux autres traitements antihypertenseurs pour protéger le cœur et les reins. Ça a été démontré, peu importe le stade du diabète, donc en normoalbuminurie, micro, macro et même en insuffisance rénale avancée, il y a des bénéfices avec les ISA et les ARA. En insuffisance rénale avancée, donc dans la néphropathie diabétique avancée avec protéinurie, on reconnaît les études Renal et IDNT qui ont été publiées il y a déjà 20 ans, en 2001, avec une réduction du risque de 16 du risque rénal, de 16 dans Renal et de 20 dans IDNT. C'est intéressant là, parce que c'était pratiquement la seule chose qu'on pouvait faire pendant 20 ans pour protéger les reins. Mais attention, il n'y avait pas de réduction du MACE dans ces deux études. C'était négatif dans les deux études. Mais évidemment, on sait que les ISA et les ARA peuvent réduire le MACE. Avec d'autres études, on le sait. Mais peut-être ces études-là manquaient de puissance, mais c'est tout de même décevant que c'était négatif. Il y a quand même des risques d'insuffisance rénale aiguë, 2 des risques d'hypercalémie aussi. Mais on pense que le ratio risque-bénéfice est du côté des bénéfices. Et c'est pour ça qu'on les prescrit depuis 20-30 ans pour la protection rénale et cardiovasculaire. Mais il y a un risque résiduel important, on peut faire mieux. Donc, comment ça marche? J'ai simplifié ça ici avec une artériole afférente. Donc, ça, c'est un glomérule. Artériole afférente, artériole efférente. L'angiotensine 2, qui est probablement en quantité excessive en diabète, ou peut-être que les diabétiques réagissent trop ou sont hypersensibles à l'angiotensine 2. Ce qui fait qu'on peut avantageusement inhiber l'angiotensine 2 et la vasoconstriction de l'artériole efférente en utilisant les ISA et les ARA, ce qui réduit l'hypertension glomérulaire et protège donc les reins de cette façon-là. C'est pour ça qu'on devrait accepter ou peut-être même viser un 15-20 d'augmentation de créatinine lorsque les patients ont une néphropathie diabétique et qu'ils hyperfiltrent. Les hyperfiltrants sont assez faciles à identifier. C'est les gens avec microalbuminurie. Certainement aussi les gens avec protéinurie et insuffisance rénale, mais dès qu'ils ont des microalbuminuries, on sait qu'ils hyperfiltrent.
quand on commence un ISI et un ARA dans ces patients-là, le DFG va diminuer un petit peu. On pense que c'est un effet bénéfique pour la protection à long terme. Et c'est peut-être aussi la seule preuve qu'on peut observer qu'on a vraiment renversé une bonne partie de l'hyperfiltration, c'est cette augmentation de la créatinine ou cette petite baisse de DFG. Attention à l'hypercalémie, par contre. Si cette augmentation-là elle est excessive, c'est-à-dire une augmentation de créatinine de plus que 30 là, on devrait réévaluer notre traitement, suspecter par exemple des sténoses d'artère rénale ou une hypertension surtraitée, et relâcher ainsi l'intensité de notre traitement. Alors donc, cette approche multirisque, disons 1, 2, 3, 4, 5, a été bien étudiée dans une seule étude, qui est l'étude STENO2. Il n'y avait pas dans ce temps-là d'inhibiteur GLT2 ou d'agoniste GLP1. Cette étude-là, il n'y avait pas beaucoup de patients, mais c'était traitement conventionnel versus traitement intensif. Et ce qu'on a démontré, c'est une réduction spectaculaire des événements vasculaires. Risque absolu, c'était 20 et en risque relatif, c'était plus que 50 de la diminution. C'est vraiment impressionnant. Mais on a oublié que ce qui était réduit le plus, c'était la néphropathie. Donc, l'approche multirisque, très bien pour les atteintes macrovasculaires, mais on dirait encore mieux pour les atteintes microvasculaires. Donc, et c'est ça qu'il faut faire. Et là, maintenant, on a une nouvelle option, là, les inhibiteurs de GLT2. Pour le moment, on va oublier la Trasantan, qui a une belle étude positive en néphropathie diabétique, mais c'est un médicament relativement difficile à prescrire. Le choix des patients est important. Il y a des effets secondaires importants aussi. Ce n'est pas sûr que ça va venir au Canada. C'est un inhibiteur de l'endothéline. Sinon, la finrénone, qui est un antagoniste non stéroïdien du récepteur minéralocorticoïde, va venir au Canada éventuellement. Il y a une belle étude aussi qui est positive en néphropathie diabétique, mais ce n'est pas disponible pour le moment. J'imagine qu'on y reviendra éventuellement parce que ça va être commercialisé ça au Canada. Mais pour le moment, qu'est-ce qui est commercialisé et pas mal à grande échelle, c'est les inhibiteurs SGLT2. D'où nous vient l'idée de protéger les reins avec des médicaments qui font uriner du sucre. Au début, les gens pensaient même que ça pouvait être dangereux pour les reins. Ben non, c'est plutôt même protecteur. Et on l'a vu pour la première fois en 2015, lors de la publication de l'étude AMPAREG, qui a vu sa publication rénale être publiée en fait, dans le milieu de l'année 2016. Vous voyez ici une belle baisse de 46 du paramètre combiné rénal. C'est vraiment intéressant parce que c'est des patients dans l'AMPAREG qui étaient, oui, en prévention secondaire cardiovasculaire, mais qui étaient surtout en prévention primaire au niveau rénal, parce que le 2/3 de ces patients-là étaient normoalbuminuriques. Il y avait quand même un petit 30 de microalbuminurie, un petit 10 de macroalbuminurie. Et dans les analyses de sous-groupe, peu importe l'albuminurie ici, tout le monde en bénéficiait. Et par ailleurs aussi, peu importe le DFG, tout le monde en bénéficie, et ça, on va y revenir. Donc, l'effet protecteur semble indépendant du DFG et de l'albuminurie, tout le monde en profite. Même, disons, en prévention de la néphropathie diabétique, même quand on n'a pas de microalbuminurie, et même dans les stades précoces et avancés, dans ces études de sous-groupe, en tout cas, ça semblait fonctionner. Dans CANVAS, avec la canagliflozine, c'était la même chose. Une belle réduction ici de 40 du paramètre combiné rénal. Il y avait vraiment la même proportion de normoalbuminurie, micro, macro. Et dans DECLARE aussi, avec DAPA, une belle réduction du paramètre rénal de 47 avec à peu près la même proportion normaux, micro et macro. Donc, on savait à ce moment-là qu'on pouvait prévenir la néphropathie diabétique chez les normoalbuminuriques, mais donc, il y avait peu de données chez les micros et les macros. Par contre, il y a des études qui ne sont pas aussi positives avec ertugliflozine. Vous voyez ici le paramètre d'évaluation primaire qui est négatif. Ici, ce paramètre, ce P-là, c'est un P de non-infériorité, mais vous voyez que les chiffres sont exactement pareils sur le MACE 3 points. Au niveau rénal, il y avait une réduction de 19 du paramètre rénal, mais ce n'était pas significatif. Par contre, l'insuffisance cardiaque, avec moins de 30 c'était significatif. Donc, on voit encore là que l'effet protecteur sur l'insuffisance cardiaque, ça a l'air d'être un effet de classe. Pour les reins, peut-être, c'est pas sûr, mais pour le MACE 3 points, on dirait que non. Là, avec Ertu, ça n'a pas fonctionné. Sinon, avec sotagliflozine, on a ici 2 études en insuffisance cardiaque qui donnent des beaux résultats bénéfiques en insuffisance cardiaque. Mais par contre, dans ces études-là, il n'y avait pas d'effet sur la mortalité ni de protection rénale. C'est pourtant des gens qui avaient quand même de la microalbuminurie en assez bonne proportion. Et Sanofi a mis fin à son partenariat avec Lexicom, donc je ne pense pas que sotagliflozine va venir au Canada. Mais quand même, il y en a 3 qui fonctionnent. Si on regarde avec AMPA-CANA et DAPA et qu'on fait une méta-analyse sur le MACE, en prévention secondaire, ça marche très bien, ça réduit presque de 15 le MACE 3 points. En prévention primaire, par contre, non.
Pour ce qui est du bénéfice rénal, peu importe que l'on soit en prévention secondaire ou en prévention primaire, ça fonctionne avec une réduction du risque rénal qui est très impressionnant. Même chose en insuffisance cardiaque, ça fonctionne en prévention secondaire et primaire. Maintenant, qu'en est-il en insuffisance rénale avancée? Bien, les premières données là-dessus nous proviennent de l'étude Credence. Cette étude parue en 2019 avec la canagliflozine, qui était donc chez les patients avec un DFG entre 30 et 90, tous des patients diabétiques de type 2, avec un ratio albumine sur créatinine très élevé. Là, dans nos unités à nous qu'on utilise, c'est plutôt 34 à plus que 500. Là, donc, vraiment des gens avec protéinurie et néphropathie diabétique sur une dose stable d'ISA et d'ARA, donc au traitement médical optimal. Donc, c'était Cana 100 versus placebo. Et le traitement était poursuivi, même si le patient tombait en bas de 30 de DFG. Il fallait être en haut de 30 pour l'avoir, mais en bas de 30, on pouvait le poursuivre. Et on l'arrêtait seulement au début de la dialyse ou si le patient avait une transplantation rénale. Intéressant comme sous-groupe, on va y revenir. Le paramètre primaire ici était fortement positif, vous vous rappelez, donc une réduction de 30 des événements rénaux. C'est un combo rénal et de mortalité cardiovasculaire qui était réduit de 30 le critère purement rénal, lui, qu'on peut comparer à renal et IDNT, était réduit de 34 Vous voyez tout de suite que c'est très intéressant, c'est presque le double de ce qu'on peut avoir avec un ARA en renal et IDNT. Donc, c'est très intéressant. Et pour ce qui est de l'effet sur le DFG, bien, un petit peu comme quand on utilise un ISA ou un ARA, l'inhibiteur SGLT2 donne une baisse abrupte du DFG par rapport au placebo, mais ensuite, le DFG se stabilise et on atterrit au-dessus du placebo avec moins 1,85 cc par minute de perte par année de fonction rénale, ce n'est pas beaucoup. Hein, les gens normaux perdent 1 par année. Donc, pour des gens diabétiques, perdre entre 1 et 2, c'est très bien. Le placebo, par contre, ce n'est pas très bon, là, parce que perdre 5 cc par minute par année, ce n'est pas bon. Ces gens-là, donc, vont probablement faire de la dialyse dans leur vie, hein, si on perd 5 par année, puis qu'on continue à perdre 5 par année. Donc, c'est ce que je voulais illustrer un peu ici. Dans l'étude Credence, les gens ont en moyenne 63 ans. Le DFG de départ dans Credence est de 56. Donc, si on perd dans le groupe placebo presque 5 cc par minute par année, on va commencer la dialyse, c'est-à-dire être en bas de 10 cc par minute dans à peu près 10 ans. C'est-à-dire que ces gens-là vont avoir 73 ans. Donc, la majorité de ces gens-là, malheureusement, vont faire de la dialyse dans leur vie s'ils survivent jusque-là. Sinon, pour le groupe Cana, ça prendrait donc 25 ans si on perd en bas de 2 cc par minute, donc à 1,85 pour atteindre le 10. Ces gens-là vont donc commencer la dialyse à 88 ans, ce qui veut dire que la majorité de ces gens-là ne vont pas faire de dialyse dans leur vie, parce qu'on imagine que ces gens-là, quand même assez malades, pour la plupart ne se rendront pas à 88 ans. Donc, vous voyez que ça fait toute la différence, ici, ces résultats-là, entre faire de la dialyse dans sa vie versus ne jamais faire de dialyse dans sa vie, probablement. Donc, c'est des résultats tout à fait importants de protection rénale. Ensuite, je me suis posé la question, bon, ici, c'était vraiment l'étude Credence, sur les 3 ans, 56 de DFG. Si on fait des simulations, puis qu'on fait comme supposition que le DFG diminue exactement au même taux, si on prend un patient de 75 ans avec un DFG à 30, ça prendrait 4 ans dans le groupe placebo pour tomber à 10, donc il ferait de la dialyse à partir de 79 ans. Par contre, si le patient prenait de la Cana, ça prendrait 11 ans, donc il y aurait 86 ans avant de commencer la dialyse. Donc encore là, ce serait toute la différence entre ne pas faire et faire de la dialyse dans sa vie. Ensuite, je me suis amusé, est-ce que ce serait aussi profitable si on avait 80 ans? Bien, je pense que oui. Si on a 80 ans, c'est pas sûr qu'on sera à 84 ans, mais quand même, on peut penser avoir l'espoir de se rendre là. Par contre, se rendre à 91 ans là, avec une bonne néphropathie diabétique, ça c'est très optimiste. Alors encore là, ça fait toute la différence entre mourir avant de commencer la dialyse versus peut-être survivre et être obligé de faire de la dialyse. Faire de la dialyse, évidemment, ça atteint la qualité de vie de façon très importante. C'est pour ça qu'on essaie de l'éviter. Comme on a vu tantôt, c'est un facteur de mortalité très important. Maintenant, qu'en est-il du MACE 3 points dans Credence? Il a été réduit de 20 donc c'est très intéressant. Pour ce qui est de l'insuffisance cardiaque, c'était réduit de 39 donc presque 40 donc c'était, dans toutes les études, c'est à peu près ça, ou les reins là, qui sont les protégés le mieux. Donc maintenant, quel est le prix à payer? Alors ça, c'est intéressant parce qu'en réalité, il y a moins d'effets adverses dans le groupe Cana que dans le groupe placebo. Ça, c'est intéressant. La majorité des études, évidemment, le traitement actif donne toujours un peu plus d'effets secondaires. Ici, les patients vont tellement mieux
avec la cana que c'est dans le groupe placebo qu'il y a plus d'effets adverses. C'est même statisticement significatif, une réduction des effets adverses en utilisant la cana versus placebo. Donc, c'est vraiment les patients qui sortent du bureau sans inhibiteur SGLT2 qui sont à risque d'avoir des problèmes. Ceux qui sortent avec un inhibiteur SGLT2, donc, comme on voit là, ont moins de problèmes. Alors, qu'est-ce qu'on savait donc il y a à peu près 1 an, donc début 2020, suite à l'étude Credence? C'est qu'on savait donc qu'on pouvait faire de la prévention de la néphropathie diabétique chez des gens qui n'en avaient pas. On a vu ça dans APAREC quand VAR s'est déclaré. On sait maintenant, et on a su, en fait, grâce à Credence, qu'on peut faire aussi traitement de néphropathie diabétique, donc au stade précoce, on savait qu'il y a des bons sous-groupes dans APAREC quand VAR s'est déclaré de microalbuminurie. Et au stade avancé, l'étude Credence, c'est très clair qu'à partir de 30 cc par minute, on pouvait faire un traitement de la néphropathie diabétique avec inhibiteur SGLT2. Il y avait donc des questions en suspens à ce moment-là sur l'utilisation des inhibiteurs SGLT2, évidemment, c'est chez les non-diabétiques. Donc, on savait à ce moment-là qu'on pouvait protéger le cœur, donc protéger l'insuffisance cardiaque, mais qu'en était-il de la protection rénale? On ne savait pas. Et qu'en était-il de l'utilisation des inhibiteurs SGLT2 en pas de 30? Pas de données là-dessus. Donc, il y a des études à venir. DAPA-CKD est publiée depuis ce temps-là. EMPA-KIDNEY est à venir. C'est pour ça donc qu'on va parler maintenant de l'étude DAPA-CKD. Une étude donc en néphropathie diabétique, mais ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il y avait quand même 1/3 de non-diabétiques. Mais 100% des patients étaient macroalbuminuriques. Donc, les patients avec néphropathie diabétique ressemblaient donc aux gens qui avaient été randomisés dans l'étude Credence. Mais évidemment, les non-diabétiques ici, qui n'ont de commun avec les diabétiques seulement le fait d'avoir de la macroalbuminurie, mais il n'y avait pas de diabète. Donc, qui étaient ces gens-là dans l'étude DAPA-CKD? Les gens pouvaient être randomisés cette fois-ci à partir de 25. Donc, ça, c'est une différence quand même importante avec Credence. C'était pas 30, c'était 25. Pour ce qui est de l'albuminurie, c'est à peu près la même chose. Dostal, ISA et DARA, c'est à peu près la même chose. L'autre différence majeure, c'est qu'il y avait des gens sans diabète de type 2. Pour ce qui est des exclusions, bon, comme dans Credence, les diabétiques de type 1 étaient exclus. Pour ce qui est de la portion des gens non diabétiques, maladie rénale polykystique était exclue, les vasculites étaient exclus. Et les gens qui avaient eu de l'immunosuppression pour leur glomérulonéphrite dans les derniers 6 mois étaient aussi exclus. Ce qui fait que ça faisait quand même beaucoup de gens chez les non-diabétiques qui avaient des néphropathies hypertensives. Il y avait aussi quand même pas mal de glomérulonéphrite, comme vous allez voir dans un instant. C'est donc DAPA-10 versus placebo. Donc, plus de 4300 patients randomisés. Donc, qui étaient ces patients-là? Donc, des gens de 62 ans, ça c'est presque pareil comme dans Credence. Donc, 1/3 de non-diabétiques, ça c'est vraiment intéressant. Et pression un petit peu hors cible. Et le DFG 43, ça c'est quand même pas mal plus bas que Credence où c'était 56. Pour ce qui est de l'albuminurie, ça ressemble pas mal à Credence et presque 100% d'ISCO DARA. Ça c'est normal, c'est un critère d'inclusion. Quelles étaient les maladies rénales? Chez les diabétiques, c'était plus de 85% de la néphropathie diabétique, mais il y avait quand même un peu de néphrangiosclérose hypertensive et quelques glomérulonéphrite. Celle qui était la plus représentée, c'est néphropathie à IgA, 1,3%. Chez les non-diabétiques, il y avait quand même 1/3 de néphropathie hypertensive ou ischémique, mais il y avait quand même plus que le tiers, donc 42,8% de glomérulonéphrite. Et encore une fois, celle qui était le plus représentée, c'était l'IgA. Et il y en avait certaines autres aussi, focale segmentaire, membraneuse, etc. Alors ça, c'est vraiment des glomérulonéphrite chez lesquels on ne savait pas quoi faire avant. Ces gens-là ont souvent eu de l'immunosuppression il y a plus de 6 mois. Maintenant, ils sont stabilisés, mais ils restent avec la protéinurie. Qu'est-ce qu'on faisait anciennement avec ces gens-là? On donnait des ISA et des ARA, on essayait d'avoir la pression dans les cibles, on les suivait bien. On ne faisait pas d'autre chose. Et donc là, ça nous fait une nouvelle option, là, et donc c'est une étude intéressante pour ce groupe-là. Sinon, il y a aussi quelques causes inconnues, des néphropathies, des uropathies obstructives, des pyélonéphrite chroniques, des sténoses artères rénales, quelques autres causes plus rares ici. Il y avait quand même pas mal de différences entre les diabétiques et les non-diabétiques. Les non-diabétiques étaient plus jeunes, en général, plus en santé. Hein. On voit que l'IMC est plus bas. Évidemment, l'hémoglobine glycée est normale parce que c'est des non-diabétiques, mais aussi un peu moins d'hypertension, un peu moins d'antécédents cardiovasculaires, moins d'AVC. Bon, ils ont des ISA et des ARA. Ça, c'est la même chose. Sinon, les autres médicaments, donc, il y a quelques différences. Un peu moins de diurétiques, un peu moins de bêta-bloqueurs et d'inhibiteurs calciques et de statine. Donc, on voit que c'est des gens qui ont l'air moins malades.
Par contre, au niveau rénal, il y a peu de différence. Le DFG est à peu près pareil, 43,8, 41,7. L'albuminurie est à peu près pareil. Donc, les différences ne sont pas au niveau rénal, elles sont au niveau des caractéristiques cliniques au départ, ainsi que les antécédents. Donc, quel était le résultat principal? Donc, le paramètre primaire, qui est le même que dans Credence, était réduit de presque 40 %, donc c'était extrêmement significatif et tout à fait intéressant. Si on regarde toutes les composés individuels du paramètre primaire, tout était dans le bon sens. Il y avait seulement le décès d'origine cardiovasculaire qui était tout juste pas significatif, une réduction de 19 %. Je vous demanderais de retenir ce 19 %-là, parce que vous allez voir, on pourra le comparer à la mortalité totale dans un moment. Ça, c'est les critères d'évaluation secondaire principale. Donc, ça, c'est un autre critère rénal qui ressemble plus à ce moment-là. En fait, c'est le critère rénal pur qu'on peut comparer à renal IDNT, qui, lui, est réduit de plus que 40 %, de 44 %. Sinon, les décès, le critère composé, décès d'origine cardiovasculaire ou hospitalisation pour une insuffisance cardiaque, de presque 30 %. Et mortalité de toute cause, regardez ici, plus que 30 %, 31 % de réduction de la mortalité de toute cause. Ça, c'est très intéressant. Évidemment, il est très impressionnant. Donc, vous vous rappelez le 19 % de cardiovasculaire, de mortalité cardiovasculaire, donc ça veut dire 31 %, ça veut dire que les inhibiteurs SGLT2 sont donc, on dirait, capables de réduire la mortalité de d'autres causes. De ce qu'on sait jusqu'à maintenant, mais en fait, de ce que le docteur Hirschsprung nous a dit à la Société européenne de cardiologie, c'est que d'après ce que lui a vu dans les données, évidemment, ce n'est pas encore publié, il faudra regarder ça de plus près, mais apparemment, ça réduit aussi la mortalité par infection. Alors là, donc, ça devient intéressant. S'il faut que les inhibiteurs SGLT2 réduisent la mortalité par infection en plus de tout ce qu'ils font jusqu'à maintenant, ça devient super intéressant, mais en tout cas, on voit que cette réduction de mortalité totale-là, elle est là, elle est très impressionnante, elle est plus forte que la réduction de la mortalité totale, ce qui suggère que ça réduit autre chose que juste la mortalité cardiovasculaire, mais ça demande évidemment qu'on voit les données de mortalité de proche quand elles seront publiées. Maintenant, les analyses de sous-groupes, c'est rare que les analyses de sous-groupes sont si intéressantes que ça. Vous voyez ici, chez un tiers des non-diabétiques, le bénéfice est là, exactement pareil que chez les diabétiques. Il n'y a pas de différence, donc c'est super intéressant pour le paramètre primaire, pareil chez les diabétiques ou les non-diabétiques. Et donc, on voit que ça fonctionne, peu importe l'albuminurie, peu importe le DFG aussi. Si on regarde dans le détail toutes les causes là, de néphropathie, ils sont toutes réduites de façon à peu près identique au niveau du paramètre primaire, au niveau du paramètre rénal spécifique ou le paramètre cardiovasculaire ou la mortalité totale, tout ça est réduit de façon identique, peu importe la cause de la néphropathie. Il n'y a pas d'hétérogénéité. Pour ce qui est de la néphropathie à IgA, le sous-groupe de DAPA-CKD est très intéressant. C'est 270 patients. C'est plus que certaines études qu'on disait anciennement, de grandes études en néphropathie à IgA. 262 patients dans le testing et 162 patients dans Stop IgA, qui sont en passant donc des études négatives. Mais regardez le résultat en néphropathie à IgA, c'est très impressionnant, la réduction, en fait, le bénéfice rénal ici qui est très impressionnant. Mais évidemment, c'est le sous-groupe d'un sous-groupe, mais en nombre absolu, c'est quand même beaucoup de patients par rapport à d'autres études en néphropathie IgA. Mais ça demande à être confirmé dans une étude spécifiquement faite pour les gens avec néphropathie IgA spécifiquement, mais déjà là, on voit que c'est très encourageant. Maintenant, d'autres données, on l'a vu, le critère rénal pur a été réduit de 44 %. C'est le critère qu'on peut comparer donc, à Credence, Renal et IDNT. Donc, c'est intéressant, c'est le double que dans Renal et IDNT. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, le paramètre d'évaluation primaire ici réduit de beaucoup. Hein, vous voyez, et donc la mortalité cardiovasculaire réduite de 19 %, le composé rénal pur qu'on vient tout juste de voir réduit de 44 %, la mortalité cardiovasculaire, on l'a vu ici, réduit de 31 %. Maintenant, les effets adverses. Encore une fois, ici, comme dans Credence, les effets adverses sont réduits de façon statistiquement significative dans le groupe d'APA. Donc, ces gens-là vont mieux et donc ont moins d'effets adverses, ce qui est tout à fait intéressant.
Même les manifestations indésirables de nature rénale étaient réduites dans le groupe d'APA versus placebo. Probablement, c'est parce que ces reins-là vont mieux. Bon, attention parce qu'il peut y avoir évidemment des effets adverses très spécifiques comme les infections génitales fongiques. On voit ici des déplétion volémique, c'est un peu plus qu'1% de plus dans le groupe d'APA. Mais il n'y avait pas plus d'amputation, notamment avec l'ADAPA dans cette étude. Il n'y avait pas plus non plus avec la Canada Credence. Donc, tout ça est quand même très rassurant. Pour ce qui est du DFG, c'est à peu près la même chose que dans Credence. Il y a une baisse abrupte qui représente probablement au début le renversement de l'hyperfiltration, suivi d'une stabilisation du DFG dans le groupe d'APA qui atterrit au-dessus du groupe placebo, avec à peu près le même niveau de protection rénale que dans Credence, ce qui fait, comme on a dit tantôt, toute la différence entre ne pas faire de la dialyse dans sa vie versus probablement en faire son survie plus longtemps sans inhibiteur SGLT2. Maintenant, est-ce que c'est sécuritaire avec les diurétiques? La réponse est oui. Vous voyez ici le paramètre primaire qui est réduit avec ou sans diurétique. Est-ce que c'est sécuritaire avec un antagoniste des minéralocorticoïdes, donc surtout la spironolactone? La réponse est oui. Il ne semble pas avoir d'hétérogénéité. Et dans les analyses de sécurité, pas non plus de signal. C'est pareil ou peut-être même encore le moins dans le groupe d'APA, peu importe qu'on prenne un antagoniste des minéralocorticoïdes ou un diurétique quel qu'il soit. Donc, c'est aussi très rassurant. Bon, maintenant, si on résume tout ça, peut-être on pourrait tout de suite oublier pour le moment les deux dernières lignes. Là. Dans l'étude sonore, la Trasanta a réduit le paramètre rénal de 35 %, c'est super intéressant, mais quand même un médicament difficile à prescrire, un antagoniste de l'endothéline qui peut-être ne va pas venir au Canada. Donc, on peut mettre ça de côté pour le moment. Finrenone, lui, il va venir au Canada. Donc, cette réduction de 18 % du paramètre rénal est intéressant. Il se compare aux ISCA, aux ARA. Donc, on y reviendra, mais ce n'est pas disponible pour le moment. Pour ce qui est disponible, on a vraiment les inhibiteurs SGLT2. On voit tout de suite que l'effet de protection rénale, c'est le double de ce qu'on peut obtenir avec un ISCA ou un ARA ici. Donc, c'est très intéressant avec en prime la protection vasculaire, moins d'effets secondaires et un effet sur la mortalité qui n'était pas statistiquement significatif dans Credence, mais qui l'est certainement avec l'ADAPA dans DAPA-CKD, avec en prime un effet chez les non-diabétiques qui a été démontré dans DAPA-CKD. Juste vous mentionner aussi que pour les agonistes GLP-1, il n'y a pas d'étude pour le moment, mais il y a une étude qui s'appelle l'étude FLOW avec sémaglutide qui va être publiée en 2024, une étude qui ressemble à Credence chez les néphropathies diabétiques avancées. Donc, on en saura plus. Pour le moment, ce qu'on peut dire, c'est que s'il semble y avoir un effet de protection rénale avec les agonistes GLP-1, qui semble peut-être d'une ampleur moins grande que les inhibiteurs SGLT2, mais ça semble être le cas. On verra en 2024 avec l'étude FLOW qu'est-ce qu'il y en est. Pour ce qui est des autres études, donc avec inhibiteurs SGLT2, Credence a été publié en 2019, DAPA-CKD a été publié l'automne passé. Maintenant, ce qui nous reste, c'est EMPA-KIDNEY, où là, on va diminuer même la randomisation, le DFG jusqu'à 20. Donc, ça va nous donner d'autres informations, des nouvelles informations. Sinon, ça va être intéressant de voir chez les non-diabétiques si ça se maintient, la protection qu'on a obtenue dans DAPA-CKD, dans EMPA-KIDNEY, qui devrait être publié probablement en 2022. Comment que ça fonctionne? On sait que, et on a vu ça tantôt, que les ISA et les ARA créent une vasodilatation de l'artériole efférente et ça réduit donc l'hypertension glomérulaire et ça crée les conditions favorables pour la protection rénale au niveau glomérulaire. Probablement que les inhibiteurs SGLT2 agissent, eux, plutôt sur l'artériole afférente. Je vous épargne les détails, mais probablement que ça vasoconstricte l'artériole afférente, ce qui aussi permettrait de réduire l'hypertension glomérulaire et de protéger les glomérules comme ça. Étant donné que les mécanismes d'action ont l'air différents, on peut combiner les deux pour optimiser la protection rénale. Puis c'est ce qu'on voit dans Credence et DAPA-CKD, parce que dans ces études-là, l'inhibiteur SGLT2 était, dans presque 100% des cas, associé à un ISCA ou un ARA. Et donc, on voit qu'il y a vraiment un effet additif de l'inhibiteur SGLT2 à un ISCA ou un ARA, tel que prouvé dans Credence et DAPA-CKD. D'autres mécanismes potentiels, par contre, ont été mis de l'avant pour expliquer comment l'inhibiteur SGLT2 protège le cœur et les reins. On vient de parler du renversement de l'hyperfiltration. Évidemment, ça baisse un peu la tension artérielle, donc c'est dans la bonne direction. C'est quelque chose considéré bon, baisser la pression.
atteinte de l'euvolémie, probablement que c'est très important, surtout pour le volet protection contre l'insuffisance cardiaque, mais c'est bon aussi probablement pour les reins. Ça baisse la microalbuminurie et la protéinurie, ça baisse aussi l'acide urique, ça baisse le poids. Évidemment, ça baisse la glycémie, mais on connaît d'autres médicaments anti-hyperglycémiques qui baissent la glycémie sans avoir des effets aussi spectaculaires au niveau rénal et cardiaque. Donc, il y a d'autres choses. Probablement que ça diminue l'inflammation et la fibrose. Il y a peut-être des effets directs. Il y a des SGLT2 cardiaques, notamment. Est-ce que ça aide de les bloquer? Probablement que oui. Augmentation des hématocrites et de l'oxygénation, entre d'autres hypothèses métaboliques ou inflammatoires. Donc, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Ce qu'on sait, en tout cas, nous, les cliniciens, c'est que ça fonctionne. Ce serait le fun de savoir pourquoi spécifiquement, éventuellement, mais il y a plusieurs hypothèses. Alors, c'est sûr qu'on n'est plus du tout ici. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a commencé à prescrire ces médicaments-là, il y a quelques années, on disait qu'on ne pouvait pas l'initier en bas de 60, on pouvait les continuer jusqu'à 45, on était un peu inquiets. Là, évidemment, on n'est plus du tout là, parce qu'évidemment, on sait que ces gens-là, entre 30 et 60, semblent être les gens qui en bénéficient le plus. Donc, on est rendu plutôt ici. Donc, ça, c'est un tableau du docteur Jean-François Yale, qui travaille au CUSUM, qui est régulièrement mis à jour. Vous voyez ici les inhibiteurs SGLT2. Donc, c'est un tableau d'ajustement des antipyrglycémiens en relation avec la fonction rénale. Tous les produits qu'on peut prescrire au Canada sont là. Les inhibiteurs SGLT2 sont ici. Vous voyez que les monographies ont été mises à jour. On peut toutes les prescrire jusqu'à 30 maintenant. C'est moi qui ai rajouté ce petit 25-là parce que vous voyez ici avec la DAPA, avec DAPA-CKD, qui a randomisé des patients à partir de 25, la monographie va être mise à jour éventuellement pour ce fameux 25. Mais on est complètement vert jusqu'à 30 maintenant. Donc, il faut vraiment changer de paradigme, changer ce qu'on connaissait de ces agents-là. On n'est plus du tout là à faire attention à partir de 60. Il faut les prescrire jusqu'à 30. Et comme dans Credence et DAPA-CKD, quand le patient tombe en bas de 30, on les continue jusqu'à temps qu'il commence la dialyse. On les arrête pas. On ne les initie pas en bas de 30. Pour ce qui est de la DAPA, éventuellement, on pourrait les prescrire jusqu'à 25, mais pour le moment, on ne les initie pas en bas de 30, mais on les continue quand le patient tombe en bas de 30, comme dans les études. Pour ce qui est du remboursement, c'est un peu compliqué parce que la science avance plus vite que la RAMQ, ce qui fait que là, il y a différents codes qu'on peut utiliser pour les diabétiques. Mais il y a tout de même la possibilité de patients d'exception pour les diabétiques, quoique avec les diabétiques, on peut quand même s'en sortir. Il y a un code N179 qui existe pour l'AMPA, toutes sortes d'autres codes pour CANA et DAPA. Mais évidemment, pour les non-diabétiques, c'est pour le moment formulaire de patient d'exception. L'indication n'est pas encore approuvée par Santé Canada chez les non-diabétiques, mais ça s'en vient. Bon, l'étude a été publiée il y a seulement quelques mois. Il faut se laisser du temps. Mais pour le moment, moi, j'ai envoyé quelques formulaires de patients d'exception. J'attends les réponses, là, mais je n'ai pas beaucoup d'espoir. Tant que ce n'est pas enchâssé dans les monographies, c'est souvent difficile de faire accepter ça. Mais bon, donc on est dans une période de transition parce que la science avance plus vite que ces formulaires de remboursement-là. Sinon, les guidelines aussi avancent plus vite que les formulaires de remboursement. Donc, l'automne passé, donc le 1er octobre, Diabète Canada a été updaté, ça a été mis à jour. Et bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, je suis un néphrologue, mais quand même, je remarque que maintenant, on doit réévaluer nos patients. Les patients qui sont au-dessus de la cible d'un C, maintenant, ce n'est pas juste essayer de prescrire les inhibiteurs SGLT2. Vous mettez des inhibiteurs SGLT2, puis s'il n'y a pas de place, bien, vous substituez, vous enlevez les autres médicaments ou vous baissez l'insuline pour faire de la place à l'inhibiteur SGLT2. Vous enlevez les médicaments qui n'ont pas particulièrement d'effet de protection cardiovasculaire ou rénale, comme les inhibiteurs DPP4, par exemple, les sulfonylurées, et on fait de la place aux inhibiteurs SGLT2. Si le patient est plutôt dans la cible, mais qu'il y a des facteurs de risque, même chose. On fait de la place aux inhibiteurs SGLT2, aux agonistes GLP1. Je n'irai pas dans tous ces détails-là ici, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais l'esprit derrière ça, c'est vraiment substituer, réduire les doses. Et les médicaments qui sont ciblés pour ça, c'est les inhibiteurs DPP4, sulfo, TZD, insuline, pour faire place aux inhibiteurs SGLT2 et agonistes GLP1. Nous, en néphrologie, il y a aussi l'automne passé, quasiment en même temps, ça c'est curieux, le 6 octobre, les recommandations des KDIGO. Donc, KDIGO, c'est pour Kidney Disease Improving Global Outcome. Les recommandations internationales pour les néphrologues ont été mises à jour pour le traitement du diabète. Ça ressemble pas mal à Diabète Canada, mais je trouve que ça va même un peu plus loin. C'est-à-dire que ce qu'on dit ici, c'est que le traitement de base d'un patient qui a une néphropathie diabétique, c'est metformine et inhibiteur SGLT2. Évidemment,
combinée à l'activité physique et les manœuvres non pharmacologiques. Donc, la metformine, on réduit la dose en bas de 45, puis on l'arrête en bas de 30. Évidemment, en dialyse, j'imagine que ça fait longtemps qu'on est supposé l'avoir arrêté en bas de 30. L'inhibiteur SGLT2, on les continue même si le DFG est en bas de 30. Par contre, on ne les initie pas. On les initie en haut de 30. Puis rendu à la dialyse, on les arrête. Ça, c'est le traitement de base. On peut adjoindre à ça les autres médicaments au besoin. On met en premier les agonistes GLP-1 parce que pour le moment, on pense qu'il y a de la protection, oui, cardiovasculaire, ça c'est bien démontré, mais on pense qu'il y a de la protection rénale aussi. Ça va être à confirmer avec l'étude FLOW dont je vous ai parlé tantôt. Et là, c'est là ici que ça devient intéressant. On recommande ici qu'un inhibiteur SGLT2 doit être ajouté aux patients avec un DFG en haut de 30. Et vous voyez que quand on commence à passer au travers de l'algorithme de traitement, inévitablement, le patient finit avec un inhibiteur SGLT2. Donc, regardez bien ça, c'est très simple. Donc, si le patient, est-ce que le patient a notre type de glycémie? Si la réponse est non, bien évidemment, on ajoute un inhibiteur SGLT2. Si la réponse est oui, bien, on n'arrête pas là. Est-ce qu'on peut viser une cible plus basse? Donc, rappelez-vous, la cible de 6,5, si les patients sont à faible risque d'hypoglycémie. Si la réponse est oui, donc on y va avec un inhibiteur SGLT2. Si la réponse est non, on ne peut pas baisser plus la glycémie. On ne s'arrête pas là. Avant, on arrêtait là. Maintenant, non. On discontinue ou on diminue les autres médicaments hypoglycémiants oraux ou l'insuline pour faire de la place à un inhibiteur SGLT2. Donc, vous voyez que peu importe d'où on part, donc d'ici ou là, on finit toujours par un inhibiteur SGLT2. Il suffit de faire de la place, enlever les autres médicaments pour que notre patient qui n'était pas à faible risque d'hypoglycémie devienne un patient à faible risque éventuellement d'hypoglycémie. Évidemment, il y a des exceptions. Là. Il y a des gens chez qui on ne réussira pas à les mettre à faible risque d'hypoglycémie, mais pour la majorité des gens, ça va fonctionner. Donc, en conclusion, on a vu que la néphropathie diabétique, évidemment, c'est un problème de santé publique qui est majeur, mais c'est réversible. La néphropathie diabétique peut être prévenue et traitée et même renversée à l'aide de l'approche multirisque, ce que Diabète Canada appelle ACTION. Il y a un énorme bénéfice rénal et cardiovasculaire à utiliser les inhibiteurs SGLT2 chez un patient avec néphropathie diabétique avancée et faire la différence entre faire de la dialyse ou non dans la vie du patient. Donc, on a vu que les bénéfices étaient très importants, de l'ordre de 30 à 47 en prévention primaire avec même et sans diabète. On a vu qu'en prévention secondaire, donc quand le patient a une néphropathie diabétique avancée, ça peut fonctionner. Donc, finalement, à tous les stades de néphropathie diabétique. Les inhibiteurs SGLT2 semblent mieux, entre guillemets, que les ISA et les ARA pour la protection rénale en néphropathie diabétique. On a vu que l'effet est à peu près 2 fois mieux. On parle de 34-44 versus 16-20 L'inocuité est beaucoup mieux parce que les ISA et les ARA, évidemment, ce n'est pas des bonbons. Ça crée des IRA, ça crée des hypercalémies. L'inocuité des inhibiteurs SGLT2 est même mieux que le placebo, donc c'est très bien. Au niveau cardiovasculaire aussi, c'est mieux. Donc, le ratio risque-bénéfice est vraiment très, très favorable aux inhibiteurs SGLT2. Ça n'empêche pas qu'il faut continuer à prescrire les ISA et les ARA, évidemment. La protection cardiovasculaire et rénale des inhibiteurs SGLT2 semble indépendante de l'atteinte rénale. On a vu que ça fonctionne peu importe le DFG. C'est indépendant de l'effet sur l'hémoglobine glyquée et même du statut diabétique. Ça a l'air de fonctionner même chez les non-diabétiques avec protéinurie. On peut maintenant donner les inhibiteurs SGLT2 spécifiquement pour la protection rénale et cardiovasculaire jusqu'à 30 de DFG. En bas de 30, on les continue, mais on ne les initie pas en bas de 30. On peut les prescrire jusqu'à 30. Il est recommandé maintenant de faire des efforts pour cesser ou substituer les autres médicaments anti-hyperglycémiants pour faire place aux inhibiteurs SGLT2, comme on a vu dans les nouvelles recommandations, que ce soit des Diabète Canada ou des KDIGO. Puis à partir de 25 cc par minute et sans diabète, même, on peut le faire maintenant selon la science, mais pour le moment, on attend que ce soit approuvé par Santé Canada. Sinon, on peut faire quelques formulaires de patients d'exception pour ces gens-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait maintenant, un an plus tard, en 2021? On sait encore qu'on peut faire de la prévention de la néphropathie diabétique avec Amparec, Canvas et Declare. Pour ce qui est du traitement de la néphropathie diabétique, on sait qu'on peut traiter les gens au stade précoce, puis au stade avancé, maintenant, on n'a pas juste Quilens, on a Dapa-CKD. Maintenant, on sait qu'on peut traiter la néphropathie non diabétique avec protéinurie grâce à Dapa-CKD et leur sous-groupe d'un tiers des patients non diabétiques. Et l'utilisation des inhibiteurs SGLT2 jusqu'à 25 ml de DFG, on sait qu'on peut le faire avec Dapa-CKD. Quand même, il reste des questions en suspens. Qu'en est-il en bas de 25? On sait qu'Ampaquilné a commencé à randomiser les patients à partir de 20, donc ça va être intéressant. Sinon, chez les non-diabétiques, en prévention de la néphropathie, peu importe la protéinurie, on a un beau sous-groupe dans Dapa-CKD avec protéinurie, mais qu'en est-il chez les gens qui n'ont pas de protéinurie et qui ont une néphropathie quand même
avec ou sans microalbuminurie, ce serait certainement intéressant d'étudier ces gens-là. Pour ce qui est des DFG bas, on a le sous-groupe en bas de 30 de Credence qui a été publié récemment. Et ce que vous voyez, donc curieusement, il n'y a pas ce fameux renversement de l'hyperfiltration du début, là, mais pour ce qui est du reste, c'est un peu ce qu'on s'attendait. Le groupe CANA, le DFG, est au-dessus du placebo. On voit qu'après quelques semaines, le placebo se dégrade plus vite que le groupe CANA en bas de 30 de DFG. Donc, c'est quand même une analyse post-hoc, il faut être prudent, mais ça semble que l'effet de protection rénale est maintenu en bas de 30 de DFG. Évidemment, ces gens-là ont commencé en haut de 30, on les poursuit en bas de 30 avec un bénéfice ici rénal qui semble intéressant. Évidemment, l'utilisation sécuritaire de ces médicaments-là suppose qu'on les ajoute dans notre liste de médicaments à cesser les journées de maladie. C'est ce que Diabète Canada a fait ici. Là, donc, l'inhibiteur SGLT2 a été rajouté aux autres que vous connaissez déjà, qu'il faut arrêter en journée de maladie. Le cas de figure principal, c'est évidemment la gastroentérite. Un mot sur les agonistes GLP-1, on va passer ça parce que je veux juste vous montrer une petite étude de 500 patients d'1 an où le DFG ici, avec un agoniste GLP-1 qui était le dulaglutide, était réduit. En fait, les 2 doses de dulaglutide donnaient un DFG meilleur que le placebo. L'ampleur de la protection rénale a de l'air intéressant. Ça ressemble à un inhibiteur SGLT2, ce qui est tout à fait intéressant. Mais bon, c'est une petite étude, pas très longue. On va attendre l'étude FLOW, publiée en 2024 avec semaglutide pour le confirmer. Mais les agonistes GLP-1, en effet, ont l'air d'avoir un effet de protection rénale intéressant. Mais je voudrais terminer par ce cas clinique. Peut-être on pourrait amorcer la discussion ensuite sur ce cas-là, ainsi que sur vos questions. Donc, Madame BT, on va dire, c'est une femme de 57 ans. Question 1, comment optimiser sa protection rénale? C'est une patiente diabétique de type 2 depuis 15 ans qui a une atteinte microvasculaire, là, néphropathie, rétinopathie et neuropathie. Elle est aussi hypertendue, a fait de la goutte, lipidémie, IMC 28. Quand même bien traité, périndopril 8, indapamide 2.5. On a ajouté l'amlodipine pour être proche des cibles de pression, metformine, sitagliptin, atorvastatine, allopurinol, colchicine au besoin si elle fait de la goutte, gabapentin. Sa pression est un peu hors cible à 137 sur 78, avec un édème périphérique léger. Hémoglobine glyquée un peu hors cible à 7.1. Son DFG diminue. 46 il y a 2 ans, 41, 33. Elle a une néphropathie diabétique. Ça baisse vite parce que son ratio albumine sur créatinine est rendu dans la zone protéinurie à 58. C'est une patiente qui aurait pu être randomisée dans Credence ou DAPA-CKD. Les LDL, par contre, sont dans les cibles. Le taux d'acide urique qui n'est pas dans les cibles, par contre. Donc, comment optimiser sa protection rénale? Bien, je vous le donne en 1000. C'est un cas très intéressant pour un inhibiteur SGLT2. C'est grand temps de le commencer parce que le DFG, pour le moment, est encore en haut de 30. Donc, c'est un beau cas pour un inhibiteur SGLT2 parce que, comme je viens de dire, là, c'est une patiente qui aurait pu être randomisée dans Credence ou DAPA-CKD, dans le bras diabétique. Maintenant, comment on peut aussi réduire son risque cardiovasculaire et son risque de décès, disons, de mortalité cardiovasculaire au total? Donc, pour cette patiente-là, c'est la même réponse. L'inhibiteur SGLT2, comme dans DAPA-CKD, va réduire son risque d'événement cardiovasculaire et sa mortalité totale si on se fie à DAPA-CKD. Donc, forcément, ici, pour la question 2, c'est encore une fois un inhibiteur SGLT2. Donc, on se rend compte qu'on donne un inhibiteur SGLT2 pour cette patiente-là pour la protection rénale et cardiovasculaire et en prime, la réduction de la mortalité totale comme dans DAPA-CKD. Maintenant, le DFG a chuté, on va dire, à 28 après l'amorce de l'inhibiteur SGLT2. Ça ne m'étonne pas, c'est des patients que j'ai vus, ça, quand le DFG est proche de 30, puis qu'on donne un inhibiteur SGLT2, on renverse l'hyperfiltration, souvent au prochain rendez-vous, on va être en bas de 30 à 28. Donc, question 3.1, on va dire, est-ce qu'elle va tirer les mêmes bienfaits cardiovasculaires et rénaux de son traitement? Bien, on peut supposer que oui. Avec la dernière diapo que je vous ai présentée, l'étude de sous-groupe dans Credence, des gens avec DFG en bas de 30, c'est assez rassurant au niveau des bienfaits rénaux. Donc, on imagine que oui. Puis au niveau des bienfaits cardiovasculaires, mais dans toutes les études, le bienfait cardiovasculaire et rénal aussi, d'ailleurs, est indépendant du DFG. Donc, on suppose que même en bas de 30, il va avoir à peu près les mêmes bienfaits. Mais évidemment, ce n'est pas le même niveau d'évidence qu'en haut de 30.
Est-ce que son traitement est encore sûr du point de vue rénal? Bien, l'étude de sous-groupe de Credence semble nous démontrer que oui. Alors, comme dans les études, ce qu'on recommande, c'est que si le DFG tombe en bas de 30, on le continue. On l'arrête seulement au début de la dialyse ou lors d'une greffe rénale. Donc, jusqu'à maintenant, on ne l'initie pas en bas de 30, quoique avec de la post-CKD, on pourrait l'initier avec jusqu'à 25 éventuellement, puis avec empakidné, on suppose que dans quelques années, on pourrait l'initier jusqu'à 20, mais pour le moment, on ne l'initie pas en bas de 30, mais on le continue en bas de 30 si le patient l'avait déjà. Alors, c'est tout pour la partie, disons, présentation de ce symposium là, sur la protection rénale chez les diabétiques et les non-diabétiques. Donc, on peut passer maintenant à la période de questions. Merci beaucoup donc d'avoir été là et merci pour votre attention. Alors, merci beaucoup, Dr. Vallée. Merci beaucoup pour cette présentation très rigoureuse, très complète. On passe à la période des questions. En effet, si vous en avez, on utilise la boîte de chat. Vous pouvez taper votre question et je vais les passer à Dr. Vallée. Mais pour ce qui est des questions déjà reçues, Dr. Vallée, il y a énormément de questions en ce qui a trait à l'usage des SGLT2. Je vais essayer de vous résumer ça. On peut peut-être y répondre en rafale. La première ici, j'essaie de synthétiser ça, il y en a tellement ici. Peut-être une plus facile pour vous, là, qui êtes néphrologue. Est-ce que lorsqu'on introduit un inhibiteur de la SGLT2, on doit ajuster la dose de l'inhibiteur de l'ECA ou du ARA? Est-ce qu'on doit diminuer? Excellente question. Non, dans aucune étude, on ajuste l'IOCA ou l'ARA. Si le patient a une pression trop basse après l'introduction de l'inhibiteur SGLT2, ce qu'on ne veut pas faire idéalement, c'est ajuster l'inhibiteur SGLT2 ou l'IOCA et l'ARA. Donc, on s'organise avec les autres médicaments antihypertenseurs. Les premiers qu'on va enlever, c'est les diurétiques thiazidiques, parce qu'avec l'effet diurétique de l'inhibiteur SGLT2, on se trouve à combiner des diurétiques, ce qui fait que si la pression devient trop basse, c'est mieux d'arrêter ces diurétiques thiazidiques-là en premier. Ensuite, ce sera les BCC, l'amlodipine, les autres agents antihypertenseurs qu'on va essayer d'ajuster. Sinon, les ISCA, les ARA et l'inhibiteur SGLT2 lui-même, on doit le garder. Donc, moi, j'ai déjà vu, là, je vois ça de moins en moins, là, mais il y a quelques années, au début, quand on les prescrivait, si les gens avaient une complication du genre hypoglycémie, chute de pression, des choses comme ça, après l'introduction de l'inhibiteur SGLT2, les gens enlevaient l'inhibiteur SGLT2, ce qui est un réflexe tout à fait normal parce qu'on se dit, le patient a un problème, le dernier médicament que j'ai prescrit, c'est l'inhibiteur SGLT2, donc je vais arrêter l'inhibiteur SGLT2. Maintenant, il ne faut pas faire ça. Si le patient fait une chute de pression après l'introduction de l'inhibiteur SGLT2, puis que l'indication est bien posée, ça y prend son inhibiteur SGLT2, c'est les autres médicaments qu'il faut ajuster. Par contre, si le seul médicament antihypertenseur, c'est son ISA ou son ARA, puis qu'on veut garder l'inhibiteur SGLT2, là, ce sera le seul cas de figure où là, j'ajusterai l'ISA ou l'ARA. Ici, on a des questions qui ont attrait au débit de filtration glomérulaire estimé. Quelle formule utilisez-vous? Nous, en néphrologie, on utilise CKD-EPI qui est recommandé par toutes les grandes associations de néphrologie. C'est d'ailleurs, dans la plupart des hôpitaux, le CKD-EPI qui est donné dans les rapports de laboratoire. Là, donc, nous, en collaboration avec les biochimistes, c'est ce qu'on a convenu là, de donner pour l'utilisation de tous les professionnels de la santé. Donc, c'est le CKD-EPI. Il y a peut-être un peu de MDRD qui traîne ici et là dans quelques hôpitaux, là, mais ça, c'est pas grave. Le MDRD, c'est pas si mal, mais CKD-EPI, c'est encore mieux. Il y a des nouvelles formules qui s'en viennent qui vont remplacer le CKD-EPI. Donc, moi, je n'utilise pas le Cockcroft-Gault. C'est pas recommandé par les grandes associations de néphrologie. Évidemment, Cockcroft-Gault, c'est une vieille formule de 1976. Donc, en médecine, il y a certaines choses là, que l'on conserve des années 70, là, mais certainement pas le CKD-EPI, qui est quelque chose de tout à fait désuet. Je sais que les pharmaciens, certains pharmaciens utilisent encore le Cockcroft-Gault parce que dans des vieilles monographies, on a, puis même dans des monographies assez récentes, on fait l'ajustement avec Cockcroft, mais ce qu'il faut savoir, c'est que
lorsque le DFG a été bien mesuré par des méthodes souvent de collecte d'urine de 24 heures en saignement ou plus récemment avec des techniques de médecine nucléaire, c'est bien, c'est un reflet assez précis du DFG. Et ce qui se rapproche le plus de ça, c'est CKD-AP. Ce n'est pas le Cochrane. Donc, c'est à éviter. Exceptionnellement, moi, peut-être je l'utilise une fois par année, là, c'est chez des gens qui ont des amputations bilatérales ou des cachexies particulières, là, mais 99% du temps, là, je me fie au CKD-AP que nos laboratoires nous donnent. C'est fait pour ça. C'est fait pour ne pas avoir besoin d'avoir le poids du patient. C'est assez précis. C'est fait pour ça. Alors, merci pour votre réponse. J'ai beaucoup de commentaires et de questionnements sur justement le débit de filtration glomérulaire. Vous nous avez montré que ça peut baisser après l'introduction de la SGLT2. Est-ce que c'est nécessaire de faire une prise de sang dans les semaines qui suivent l'introduction de ce médicament? Ah, c'est une excellente question. Non, d'ailleurs, ce n'est pas dans aucune monographie. Donc, non. Alors, on a attrapé cette baisse de DFG parce que dans les études, on l'a mesuré là, à intervalles quand même assez serrés. Donc, on a attrapé cette baisse de DFG, puis après ça, l'amélioration par la suite. Mais là, on n'est pas du tout dans le domaine des ISA et des ARA. Là. Les ISA et les ARA, effectivement, quand on introduit un ISA ou un ARA ou qu'on fait tout ajustement de dose, on enseigne encore aujourd'hui à l'université et dans les monographies de faire une prise de sang à peu près 2 semaines, 10 jours après le début d'un ISA ou d'un ARA ou après tout changement de dose à cause du risque d'insuffisance rénale aiguë et d'hypercalémie. Les inhibiteurs SGLT2, ça ne fait pas ça. Donc, ça va le faire exceptionnellement. Moi, j'ai tendance, une fois de temps en temps, chez les patients fragiles qui ont un DFG en bas de 45 à faire ça, mais je n'ai jamais eu de problème, mais je continue à le faire. Les DFG proches de 30, mais ce n'est pas dans aucune monographie. Ce n'est pas recommandé. Mais par prudence, plus le DFG est proche de 30, plus que je fais une prise de sang de contrôle. Mais je n'ai jamais eu de problème. Donc, le mécanisme d'action est tout à fait différent d'un ISA ou d'un ARA. C'est sûr qu'un ISA ou un ARA, si vous commencez ça chez un patient qui a des sténoses artérielles puis vous ne le savez pas, il faut absolument que 2 semaines plus tard, vous faites une prise de sang. Il pourrait être en pleine hypercalémie, en pleine insuffisance rénale aiguë. On n'a pas ça avec les inhibiteurs SGLT2, même si c'est des sténoses artérielles, il n'y aura pas de problème. Alors, il faut craindre les autres médicaments, il faut craindre des patients qui ont des pressions basses. Les DFG proches de 30, oui, peut-être, là, on peut le faire, mais ce n'est pas dans les monographies comme les ISA et les ARA, on est tout à fait ailleurs ici. Là. Si on parle d'un débit de filtration glomérulaire plus bas, comme moins de 45 cc minutes, est-ce qu'il reste quand même un effet sur l'hémoglobine glyquée à ces niveaux plus bas de filtration? Excellente question. Non, l'effet devient pratiquement non significatif autour de 30. Ce qui fait qu'à 45, là, vous allez avoir quelques petits 0.1, 0.2, si vous êtes chanceux, un peu plus de baisse d'hémoglobine glyquée. Puis plus vous approchez de 30, plus que vous allez avoir 0 effet sur l'hémoglobine glyquée. Alors, cet effet, l'effet de protection rénale et cardiovasculaire chez les insuffisants rénaux, c'est définitivement au-delà de l'effet sur l'hémoglobine glyquée. D'ailleurs, pourquoi ça protège les reins et le cœur, parce que ça prévient bien aussi l'insuffisance cardiaque chez les non-diabétiques, c'est que là, on s'attarde sur l'effet tout à fait au-delà de la glycémie. Ce qui fait que ça, c'était une bonne question, tout particulièrement par rapport au cas que je vous ai présenté. Quand on commence l'inhibiteur SGLT2 à quelqu'un qui a une hémoglobine glyquée hors cible et le DFG proche de 30, ça n'aura pratiquement pas d'effet, donc on ne va pas atteindre notre cible avec ça. D'où l'idée de revoir ce patient-là quand même assez rapidement, premièrement pour constater si ça va bien encore avec son inhibiteur SGLT2 et ses autres médicaments, et ensuite pour ajuster les autres traitements contre le diabète, parce que si le patient est hors cible, ce n'est pas l'inhibiteur SGLT2 qui va nous permettre d'atteindre notre cible. Mais soyez sans crainte, l'effet de protection cardiovasculaire et rénale, il est au-delà de l'effet sur l'hémoglobine glyquée. D'ailleurs, ça fonctionne chez les non-diabétiques. Très intéressant. Est-ce qu'on, justement, est en train de dire que leur bénéfice va bien au-delà de l'abaissement du A1C? Absolument. Bravo. Qu'est-ce qui arrive à ces patients qui ne peuvent pas prendre un inhibiteur de l'ECA ou un ARA, donc un médicament agissant sur le système rénine-angiotensine, pour quelque raison que ce soit? Est-ce que les SGLT2 vont quand même être efficaces en termes de protection cardiovasculaire?
C'est une excellente question parce que dans les études Credence puis DAPA-CKD, c'était sur le top du traitement médical optimal. Donc, on voulait mettre ces médicaments-là dans la situation la plus stressante ou la plus stringente, c'est-à-dire quand le patient est traité au maximum, est-ce que ça fonctionne? Donc, la réponse est oui. Donc, on suppose qu'en absence d'un ISA ou d'un ARA, ça va fonctionner. Dans les grandes études d'inacuité cardiovasculaire des inhibiteurs GT2, ce n'était pas 100% d'ISA ou d'ARA, ça semblait fonctionner aussi. Donc, on suppose que ça fonctionne même s'il n'y a pas d'ISA ou d'ARA. Donc, dans la protection vasculaire et rénale, il n'y a pas de raison de penser que ça ne fonctionnerait pas s'il n'y a pas d'ISA ou d'ARA, mais les meilleures données sont vraiment au top du traitement médical optimal avec un ISA ou un ARA. Donc, on sait que ça fonctionne. Donc, si le patient ne peut pas prendre un ISA ou un ARA parce que, disons, son diabète est très avancé, il y a une grosse neuropathie périphérique avec de l'hypotension et de l'hypotension orthostatique pratiquement chronique et qu'il est impossible de lui prescrire un ISA ou un ARA, s'il tolère un inhibiteur SGLT2 malgré ces conditions-là, ce sera au moins ça qu'il pourra avoir pour la protection cardiovasculaire et rénale s'il ne peut pas avoir son inhibiteur SGLT2. Je dois dire que moi, je pense que j'en ai pas dans ma pratique des gens qui ont un inhibiteur SGLT2 sans ISA ou DARA, mais si le cas arriverait, je pense que je le prescrirais. Je ne sais pas quel code, en fait, ça n'a pas de rapport avec les codes, mais je pense que je le prescrirais parce que je pense qu'il n'y a pas de raison de penser que ça ne fonctionnerait pas si le patient n'a pas un ISA ou un ARA. Mais c'est évidemment moins étudié. Alors, quelques petites questions pointues. Par exemple, quelqu'un de jeune, 35 ans, diabète type 2, normotendu, mais confirmé, x2, que cet individu a une microalbuminurie. Est-ce qu'on commence par un inhibiteur de l'ECA ou on commence par un inhibiteur de la SGLT2? Bien, c'est sûr que si on veut mimer l'étude de Credence puis DAPA-CKD, mais lui, il n'y avait pas d'hypertension. C'est ça, quelqu'un de normotendu. Est-ce qu'on commence par un inhibiteur de l'ECA? Bien, si il est normotendu, écoutez, si c'était moi, je voudrais que vous me donniez un inhibiteur SGLT2. Là, on est en prévention primaire. Alors, dans les études, il n'y avait pas de bénéfice cardiovasculaire en prévention primaire. Mais là, lui, ça dépend de quoi qu'on parle en prévention primaire sur quelques années, 2-3 ans que les études duraient. Évidemment, c'est négatif. À 35 ans, on n'est pas dans les préventions primaires de 2-3 ans. On est dans la prévention primaire de 20-30 ans et plus. Ce qui fait que là, on peut supposer que son bénéfice cardiovasculaire probablement va être là sur le très long terme. Mais très certainement, pour la protection contre l'insuffisance cardiaque et contre la néphropathie diabétique, c'était même présent en prévention primaire sur 2-3 ans dans les grandes études d'inacuité cardiovasculaire, ce qui fait que pour ces bénéfices-là, on serait justifié de donner son inhibiteur SGLT2. Donc, certainement que ce serait un bon choix, malgré qu'il est jeune puis malgré qu'il est normotendu. Dans les études que vous avez présentées, on dirait que les investigateurs préfèrent utiliser un ARA plus qu'un inhibiteur de l'ECA. Pouvez-vous commenter? Oui, bien, on a tendance à prescrire un peu plus d'ARA dans les derniers 20 ans même, je dirais, parce que lorsqu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de tout avec les ARA, c'est quand même un avantage intéressant. Et avec l'étude OnTarget qui est parue il y a quelques années, on a bien démontré que les ISA et les ARA sont parfaitement équivalents pour la protection vasculaire. Alors, s'ils sont équivalents, pourquoi pas prescrire celui qui ne donne pas de tout, qui donne moins d'effets secondaires. Donc, moi, c'est ce que je fais. Je prescris la plupart du temps des ARA. J'ai quelques ISA, mais des ARA, c'est ce que je pense que moi, personnellement, je préfère à cause qu'il y a moins d'effets secondaires. Mais bon, il va toujours y avoir des gens, c'est souvent des cardiologues qui vont dire qu'il y a plus d'études en cardio avec les ISA, étant donné qu'il y en a moins que les ARA, eux autres, ils préfèrent les ISA. Il y a des gens qui même vont affirmer qu'il faut absolument un ISA, que c'est mieux que les ARA pour la protection vasculaire. Il y a même quelques petites études là-dessus qui sont d'une méthodologie que je pourrais qualifier de douteuse. Mais rappelez-vous qu'en Target, c'est quand même une étude de 25 000 patients sur plusieurs années. Puis le résultat final, il est hors de tout doute. Les ISA et les ARA sont parfaitement équivalents pour la protection vasculaire. Et d'ailleurs, c'est dans cette étude-là aussi qu'on avait démontré que combiner un ISA et un ARA, ce n'était pas utile non plus. Donc, c'est une étude intéressante. On doit en profiter pour vraiment
constater que c'est parfaitement pareil et donc pourquoi pas y aller avec les arrêts étant donné qu'il y a moins de tout. Patient qui rentre à l'hôpital a besoin d'une chirurgie. Qu'est-ce qu'on fait avec l'inhibiteur de la SGLT2? Ah oui. Donc ça, là, les inhibiteurs de SGLT2, c'est réellement un médicament de l'externe. Pour les patients en externe qui vont bien, c'est excellent. À partir du moment où le patient est hospitalisé, il a besoin d'une chirurgie ou il est hospitalisé pour une pneumonie, il est malade, autrement dit, là, ou en tout cas une chirurgie, c'est qu'il n'est pas malade, mais là peut-être qu'il va le devenir s'il y a des complications post-op. C'est mieux par prévention d'arrêter les inhibiteurs de SGLT2 temporairement. Donc on l'arrête à l'admission, on regarde comment se passe la chirurgie, puis on le recommence, soit tout de suite après si ça va très bien, ou au congé. Ce n'est pas quelques jours sans inhibiteur SGLT2 qui va créer des problèmes. S'il y en a 360 jours sur 365, sa protection va être là, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je recommande de l'arrêter quand le patient arrive à l'urgence ou quand il arrive pour une procédure élective. C'est mieux de l'arrêter. Par contre, attention, on n'a pas oublié de le reprendre. Oui. Y a-t-il une interaction entre les inhibiteurs de la SGLT2 et la prise de lithium? Ah, c'est une bonne question, ça, parce qu'il y a une interaction avec les ISA et les ARA. Alors, je ne sais pas s'il y en a avec le lithium. Il y en a avec les diurétiques aussi. Alors, j'aurais tendance à faire attention chez quelqu'un qui prend du lithium, étant donné que sa volémie va baisser un peu. Les dosages de lithium pourraient augmenter, un petit peu comme avec les diurétiques, les autres diurétiques. Alors oui, quand vous commencez un inhibiteur SGLT2, je suis quelqu'un qui a du lithium. Je ne connais pas de données là-dessus, mais intuitivement, là, avec ce qu'on connaît du lithium, moi, je ferai un contrôle rapidement de la lithémie pour voir s'il ne faudrait pas ajuster les doses de lithium à la baisse. Il n'y a pas de contre-indication absolue, je pense, de donner un inhibiteur SGLT2 à quelqu'un qui prend le lithium, là, mais je ferai un dosage assez rapproché pour voir s'il ne faudrait pas réduire la dose de lithium. Alors, un patient a une maladie artérielle périphérique, il a été amputé, c'est guéri, c'est beau, l'autre membre, il n'y a pas de plaie. Est-ce qu'on peut donner un inhibiteur de la SGLT2? Oui, absolument. Donc, il n'y a jamais eu d'association avec l'empagliflozine et la dapagliflozine et les problèmes d'amputation. Donc, ça, c'est déjà un point. Et ensuite, le doute avec la cana, c'est dans une seule étude. C'est quand même une étude randomisée, donc l'étude de Canvas. C'était assez pour qu'il y ait un black box warning. Là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec des données récentes, on a démontré qu'il ne semblait pas y avoir, en tout cas dans les autres études, de lien entre la cana et les amputations. Donc, la FDA a retiré son black box warning. Puis, je pense même que Santé Canada, si je ne me trompe pas, s'est penché sur la question. Tu me corrigeras, Luc, mais je pense que même Santé Canada l'a retiré. C'est bien ça? C'est censé venir de bientôt. C'est censé venir bientôt, c'est ça. Donc, Santé Canada va probablement le retirer bientôt, mais la FDA l'a déjà retiré. Donc, même pour la cana, on pourrait ne pas être craintif avec ces patients-là. Mais les patients avec maladie vasculaire périphérique, c'est un sous-groupe de patients hyper intéressant avec les inhibiteurs SGLT2. Dans les analyses de sous-groupe, c'est ces gens-là qui en retirent le plus grand bénéfice. C'est pour ça que moi, je recommande l'AMPA et la CANA pour ces gens-là. L'AMPA et la DAPA pour ces gens-là depuis plusieurs années. Et là, maintenant, je pense qu'avec la CANA, le problème va être réglé avec Santé Canada bientôt. On pourra même donner de la CANA à ces gens-là. Mais certainement que si la blessure est guérie, là, il n'y a pas de contre-indication. Par contre, avec une plaie active, je me garderai une petite gêne. Je ne l'initierai pas tout de suite. Si le patient en a, peut-être je l'arrêterai temporairement. Quoique, si c'est AMPA et DAPA, on pourrait aussi ne rien faire. Puis, ce serait correct parce qu'il n'y a pas de relation avec DAPA et AMPA et le risque d'amputation. Question d'actualité. Est-ce que la colchicine a un rôle à jouer dans la néphropathie chronique? Ah, c'est une bonne question. Ce n'est pas étudié formellement, mais avec son effet anti-inflammatoire, on pense qu'il y a beaucoup d'inflammation et de fibrose dans la néphropathie diabétique. Et la finérenone, qu'on n'aura pas beaucoup de temps de parler ce soir, là, mais on aura l'occasion d'en reparler parce que ça va être commercialisé au Canada probablement même cette année, avant la fin de l'année.
ça agit sur l'inflammation et la fibrose. Puis ça protège les reins et l'appareil cardiovasculaire d'ailleurs. La colchicine, excellent résultat en cardio, mais pas de données en néphro. Mais il n'y a pas de raison de penser que ça ne fonctionnerait pas, mais pour l'instant, il n'y a pas de données. Mais c'est une question intéressante. C'est certainement quelque chose qui mérite d'être mieux étudié. Mais pour le moment, non, on ne prescrit pas spécifiquement pour la protection rénale. Avant de conclure, on y va avec 2 petites dernières questions peut-être. À quel niveau d'abaissement du débit de filtration glomérulaire estimé que vous jugez que c'est normal, que c'est relié justement à la SGLT2? Et qu'est-ce qui serait anormal là, comme abaissement? Ben, moi, je reste avec l'ancienne recommandation de 30 qu'on utilisait avec les ISA et les ARA. Certainement que 30 et plus, on est dans une situation clinique où il se passe quelque chose de mauvais. La plupart du temps, ça va être de l'hypertension surtraitée. Alors là, il faut relâcher l'intensité des autres traitements pour garder le plus possible notre inhibiteur SGLT2. Alors, au-dessus de 30 il se passe de quoi? Plus qu'on s'approche de 30 aussi, il se passe de quoi? Donc, entre 20 et 30, peut-être qu'on pourrait se poser des questions, mais certainement qu'en bas de 20 c'est physiologique. C'est ce qui crée la protection rénale dans les premières semaines. Il n'y a pas de problème. Entre 20 et 30, je regarderai si le patient va bien. En haut de 30, là, certainement qu'il y a quelque chose qui se passe. Là. Il y a de l'hypotension orthostatique, il est surtraité, il y a des médicaments de trop, là, probablement. Là. On n'est pas dans la situation où on voudrait rechercher une sténose des artères rénales comme dans le cas des ISA et des ARA, parce que ce n'est pas le même mécanisme d'action du tout. Mais au-dessus de 30 il se passe de quoi? Il faut vérifier pourquoi notre patient il va pas bien, parce que les reins, lorsqu'ils baissent leur DFG de 30 c'est le signe qu'il y a quelque chose au niveau systémique qui ne va pas bien. La plupart du temps, ce sera de l'hypertension surtraitée ou de l'hypovolémie. Alors, dernière question. On a vu quelques données sur les agonistes du récepteur GLP1. Où vous les situez là, maintenant là, pour la néphropathie chronique? Est-ce qu'ils sont prêts ou ça viendra? Oui, ben, je pense qu'on est plus dans le ça viendra, mais on va les donner pour d'autres choses, hein, pour le poids, pour la protection cardiovasculaire, l'action anti-athérosclérotique, c'est bien démontré. Donc ça va. Mais on ne les donne pas pour le moment spécifiquement pour la protection rénale. Il y a des indices, par contre, dans la littérature qui ont un effet de protection rénale. Dans les grandes études sur les agonistes GLP1, Leader, Rewind, etc., le paramètre rénal est toujours positif, mais il est majoritairement positif à cause que dans le paramètre composé rénal, que ça réduit la protéinurie. On dirait que ça n'a pas de protection rénale particulière en termes de réduction du dédoublement du DFG ou de moins de patients en dialyse. C'est pas encore rendu là. Ça réduit la protéinurie, par contre. Ce qui est prédit que dans des grandes études faites spécifiquement pour ça, comme l'étude FLO, là, avec sémaglutide, ça devrait être positif. Hein. Les ISA et les ARA, ça a commencé comme ça. On a remarqué que ça baissait la protéinurie. Puis après ça, quand on a fait des études spécifiques, on a vu que ça protégeait les reins. Donc, ce n'est pas encore prime time là, pour donner des agonistes GLP1 pour la protection rénale, mais il y a des belles indications à part de ça qui sont intéressantes. Mais tout porte à croire qu'on va être capable de démontrer un effet de protection rénale dans l'étude FLO. Mais ce n'est pas encore le temps pour ça. Attendons les résultats spécifiques en 2024 de l'étude FLO. Entre-temps, on peut juste émettre l'hypothèse que ça semble protéger les reins. Il y a plusieurs indices de ça dans la littérature. Donc, prescrivons-les pour les autres indications. Il y en a quand même plusieurs. Là, je pense que c'est des médicaments qui sont quand même sous-utilisés, les agonistes GLP1, là, pour les bénéfices que ça peut apporter. Il y a des belles indications, mais ce n'est pas rénal. Voilà. Alors, ceci termine la période des questions. Merci encore, Dr. Vallée, pour des réponses claires, pour votre générosité en termes d'explication. J'espère que ça a bien servi nos participants. Merci à vous qui avez pris le temps ce soir pour être un participant, qui avez assisté à tout ça. J'espère que ça vous a été très utile. Nous, à la SSVQ, on croit que c'est très important de parler de diabète et de d'autres facteurs de risque pour justement protéger les artères. Juste avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que nous avons un autre webinaire qui s'en vient. Celui-là, il sera le 27 février prochain. Et justement, on parlera encore de diabète et on mettra un peu en opposition l'usage des GLP1 versus l'usage des inhibiteurs de la SGLT2. Et j'espère que vous viendrez nous revisiter pour un autre webinaire, comme j'ai mentionné,
le 24 février prochain. Voilà. C'est le 24 février prochain qui est notre prochain webinaire. Vous pouvez aller sur notre site de la SSVQ pour tous les détails. Le programme vient juste d'être publié. Alors, merci beaucoup à Dr. Vallée, merci beaucoup à vous les participants et merci beaucoup aux gens que vous n'avez pas vus mais qui travaillent dans l'ombre pour que justement ce webinaire puisse être présenté et que ça fonctionne. Alors, merci encore et bonsoir à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.